Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est lundi, on vous souhaite la bienvenue et quel plaisir de vous retrouver avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien Cécile et vous? Oui, écoutez, très bien. Une petite anecdote, non? Rien du tout. Oui, alors, si je vous la fais, sûr, Philippe Bilger va me traiter de menteur ou alors au pire appeler les urgences en disant que je suis devenu fou. Samedi après-midi, j'ai écouté sur Sud Radio la finale de Coupe d'Europe Toulouse-Leinster avec ce match haletant. Et pour une fois, contre une équipe irlandaise, donc quand même un peu anglo-saxonne, et avec un arbitre anglo-saxon, pendant 80 et 20, pendant 100 minutes, je n'ai pas dit une seule fois du mal de l'arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Philippe Bilger qui dit que je suis d'un chauvinisme total, que je suis toujours contre les arbitres, eh bien la preuve que quand ils sont bons, je ne dis rien, Philippe Bilger. Je l'ai été, moi aussi, très chauvin. J'ai eu peur à un moment donné. Mais quelle formidable équipe. Ah oui. Non, mais vous avez rien dit contre l'arbitre parce qu'on a gagné en fait. Ah non, mais même quand il a mis un carton rouge à un Toulousain, Arnold, pour le dire, c'était mérité. Et j'ai trouvé Monsieur Carlet excellent. Et donc, continuez. On nous aura arbitré comme ça en Coupe du Monde, je ne parlerai plus de France-Afrique du Sud. En fait, il y a que les Brévois qui sont à la hauteur de la formidable équipe de Toulouse. Voilà. Bah oui, c'est ça. Exactement. Normal, on est en rouge et noir. Hein. Voilà. Et toute la grille, bien entendu, de Sud Radio. On vous souhaite la bienvenue. Ce numéro de téléphone, 0826 300 300. Allez, le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Les partenaires sociaux dénoncent déjà le nouveau durcissement des règles d'indemnisation annoncé par le Premier ministre ce samedi. L'objectif de Gabriel Attal, ramener 90 000 personnes à l'emploi en économisant 3,6 milliards d'euros, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que les principaux responsables du chômage, ce sont les chômeurs? Est-ce qu'en contrepartie, on ne doit pas octroyer aux salariés une baisse des cotisations chômage, les droits baissant pour ceux-ci en cas de perte d'emploi? Est-ce que la difficulté des seniors à retrouver un emploi est suffisamment prise en compte dans cette réforme? Et à cette question, pour relancer l'emploi, réduire les indemnités chômage, est-ce la bonne solution? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir, elle ne chôme jamais. Au standard de Sud Radio, Aude prendra vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Victoire Bèche, sera avec nous, membre de la direction nationale de la CGT, chômeurs et précaires. Et puis, à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Un Marocain de 27 ans a blessé 4 personnes au couteau hier après-midi, dont 2 en urgence absolue dans le métro de Lyon. Sa garde à vue a été momentanément levée pour être transféré en psychiatrie, déjà hospitalisé à plusieurs reprises. Il était sous le coup d'une OQTF depuis 2022. Alors parlons vrai, est-ce que ce énième crime commis par un individu sous OQTF ne démontre pas l'impuissance de l'État? Quelle solution? Passer un accord avec un État tiers, comme le Royaume-Uni avec le Rwanda, pour expulser les étrangers indésirables ou dangereux? Faut-il mettre la pression aux pays d'origine qui devraient récupérer leurs ressortissants? Et à cette question, sommes-nous dans l'impasse pour faire respecter les OQTF? Vous dites oui à 79%, vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et c'est avec François-Noël Buffet que nous débattrons, président de la commission des lois du Sénat qui a présidé la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix, c'est lundi, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et ce soir autour de la table, 3 patrons du CAC 40, tous en chemise blanche. Si ça pouvait être vrai. J'ai l'impression qu'on est au bord de Danone. Je sais pas ce qui se passe. Non mais c'est amusant, il y a les bleus et les blancs. Voilà, les bleus qui animent et les blancs qui chroniquent. Il y a l'école bleue et l'école blanche. C'est ça. Qu'est-ce qui Nous se sommes passe? donc les ouvriers. Alors autant Philippe Bilger qui est avec nous, qu'on est ravi d'accueillir, c'est normal. Mais voilà, la classe habituelle. Virginal. Voilà, virginal. Mais quand même, l'élément perturbateur, c'est Tom Conen. Ah oui. Mais Tom, Bonsoir. vous avez un entretien En fait, même pas, mais je me suis dit, ma mère m'a dit, ouais, mais une chemise, c'est mieux. Non, mais- Et effectivement, je trouve que vous ça fait plus remercierez classe. votre maman, elle a très bon goût. Elle est Bon. bien. Je me Tant fais mieux. une remarque. Les vraies voix ne seraient-elles pas en train de se BHLiser? Faut voir. sais pas. J'en suis quand même assez Il y loin. aurait pire, Je sais pas. finalement. Mais Tom, vous avez acheté des actions, vous avez non, il y a un Ah non, truc, non, il s'est malheureusement, passé un truc dans votre j'aimerais vie. bien pouvoir acheter des actions, mais Ah oui, non, là, d'accord. je me contente de moi-même. Vous contentez de vous-même, vous achetez vous-même. C'est Avec ça. Jean Dorido qui est avec nous. Bonsoir les amis. Notre docteur en psychologie. J'ai cherché le mot, Yes. j'allais dire professeur, docteur. Bientôt J'enseigne professeur. chaque premier semestre. Ouais, ouais, Là, je suis en repos, je reprends en La septembre. chemise blanche encore, Toujours. et toujours voilà, l'élégance absolue. À Mais sa merci- taille. merci de à le sa rappeler. taille, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et bien sûr, Thomas, notre réalisateur qu'on embrasse, qui est avec nous. Dans un instant, Sébastien Delaude nous fera son beau coup de gueule. Bonsoir Sébastien. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. Cher Sébastien, de quoi parle-t-on dans un instant ? Écoutez, moi je voulais pousser un coup de gueule sur que M. Macron soit le président de la France et non de l'Europe. Voilà. D'accord, vous bougez pas, on revient dans un instant. On écoute votre message sur notre répondeur. Bonjour, j'habite dans les Hauts-de-Seine. On est en train de parler de la restriction, de nouveau, les modifications pour l'assurance chômage. Alors ça veut dire qu'un pauvre con qui va se retrouver au chômage va devoir faire des calculs ahurissants et avoir moins d'indemnité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont au chômage depuis des années, qui s'engraissent et qui ne font rien? Est-ce qu'on va les sanctionner aussi finalement? Ce serait peut-être temps. On cherche tellement de personnel pour les JO, on pourrait peut-être les mettre au boulot. Ça, ce serait une bonne question. Merci, bonne journée. Elle rigole pas. Elle rigole pas. Elle sera sans doute d'accord avec ce que prévoit le gouvernement, mais elle va même plus loin. Moi, je ne suis pas persuadé, alors que mon tempérament pourrait me pousser à être d'accord avec elle. Je crois qu'il y a des chômeurs qui sont tristes de ne pas travailler. La grande majorité d'ailleurs. C'est essentiel, Tom Collin, Jean Dorino. Et puis je vais dire ensuite que effectivement il y a une petite musique depuis quelques mois. On a l'impression effectivement que le taux de chômage baisse de manière drastique et donc finalement quasiment personne serait privé d'emploi volontairement. C'est absolument pas le cas. Je veux dire, il y a pas mal de secteurs dans lesquels c'est très difficile d'être recruté, ou alors vous avez des contrats qui ne sont pas des contrats stables, des gens qui doivent enchaîner plusieurs missions, etc. Donc voilà, c'est pas du tout les situations idylliques qu'on pourrait présenter parfois. Jean Dorido. C'est que le souci, c'est que bien sûr que quand on rencontre des resquilleurs, ça agace. Il y a toujours trop de resquilleurs, et puis on croise aussi parfois des personnes qui sont vraiment dans la galère, qui n'ont pas de job et pour qui c'est très très dur. Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est qu'on aimerait. Les profiteurs ternissent toujours l'image des autres. Exactement, voilà. Et on paye, tout le monde paye pour les quelques resquilleurs qui passent à travers les mailles du filet. Qui doivent être quand même de moins en moins nombreux à mon avis, parce que les profiteurs. Il y en a c'est un métier. Oui, bien sûr, il y a toujours des fraudeurs. Il y en a toujours trop. Mais voilà, c'est vraiment pas le tableau général, il me semble. Moi j'ai des noms. Il y en a. Pourquoi vous regardez? Je vous regarde pas, Philippe David. Vous n'êtes pas rémunéré, donc c'est pas pareil. Je fais don de ma personne. Sébastien de l'Aude est avec nous. Sébastien, Monsieur Macron, vous lui dites soyez le président de la France et non celui de l'Europe. Oui, tout à fait. Écoutez, moi je regrette un petit peu qu'il soit allé suite aux émeutes qu'il y a eu dans un des départements de France, en Nouvelle-Calédonie. Je regrette qu'il soit allé lui personnellement. On a un ministre de l'Intérieur, on a des ministres de la Justice, on a tout ce qu'il faut pour y aller. Monsieur Macron, il doit s'occuper de la France et des Français. Certes peut-être avec l'Europe, mais dans d'autres conditions, parce que là. Moi, j'étais vigneron, un artisan vigneron, et voilà. Et je sais trop ce que c'est. On le voit au retour de la Nouvelle-Calédonie, on le voit en train de fêter je ne sais quoi ou je ne sais qui dans un bar, M. Darmanin. Enfin voilà. Bon, voilà, c'est pas la place d'un président. Moi, je respecte beaucoup la fonction de tous, mais on n'est pas là pour faire de la fanfaronnade ou des trucs. Voilà, il y a trop de problèmes actuellement. Je trouve ça inadmissible. Voilà. La discrétion. Pardon. J'ai été assez d'accord avec le point de vue de notre auditeur. Sébastien. Mais finalement, l'exemple qu'il prend ne me paraît pas totalement pertinent. En allant en Nouvelle-Calédonie, qu'on l'approuve ou non, il s'occupe de la France. Oui. Alors moi je suis assez... Attendez, il va répondre. Vous voulez répondre, Sébastien? Quand les médias parlent, nous allons faire rapatrier des touristes français. Enfin, moi je suis de l'Aude, donc ça veut dire que quand il y a un problème dans l'Aude, je rapatrie des touristes des PO. Qu'est-ce que c'est? Pyrénées-Orientales. Oui. On est en France, non, mais à un moment donné. Voilà. J'ai tendance à être plutôt d'accord avec notre auditeur Sébastien. Il y a une espèce d'inflation dans ce gouvernement. On a vu un débat sur l'Europe. On attendait Madame Valérie Hayé. Et en fait, on a eu le Premier ministre Gabriel Attal. On se demandait ce qu'il faisait là. Effectivement, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt au chef de l'exécutif, Gabriel Attal, de se déplacer plutôt qu'au président. Maintenant, on entend parler d'un éventuel débat à la veille du scrutin européen entre président Macron et Marine Le Pen. C'est vrai qu'il y a un souci quand même de fonction. On se demande qui représente quoi dans cette histoire. 2 secondes. Moi, ça m'a pas choqué qu'il se déplace. Au contraire, je trouvais que c'était plutôt important qu'il le fasse à ce moment-là. C'est même arrivé un peu tardivement.
c'est mon avis personnel. Eh ben très bien. En tout cas, Sébastien, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir commenter les débats et bien entendu jouer au qui c'est qui l'a dit. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur, mon cher Édouard président. Philippe agace le président. Ça ne sera pas la première fois. Allez, bienvenue dans les vraies voix et très content de vous retrouver aujourd'hui et pour nous accompagner avec Philippe David, du plus jeune au plus jeune. Vous êtes adorable. Philippe Bilger est avec nous. Elle est charmante. 26 ans sur la balance. De métier, voilà, 26 ans de métier. C'est ça, des années de métier, ouais. De diplomatie. Voilà, je devrais finir au Quai d'Orsay, moi, si ça continue. Tom Conan est avec nous, et puis Jean Dorido, docteur en psychologie, et vous au 0826 300 300 dans un instant. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu qui vient de rentrer dans ce studio haletant. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parlons-nous ? De cette idée de débattre avec Marine Le Pen qui poursuit Emmanuel Macron jusqu'en Allemagne, d'Israël qui promet une enquête et qui reconnaît des faits graves après la frappe sur un camp à Rafah, et puis de cette substance qui ressemble à de la cocaïne mais qui est en vente légalement. Ça inquiète les addictologues. En 3 mots, ça donne débat, frappe et sniffy. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger. Philippe agace le camp présidentiel, mais pas Philippe Bilger, mais Édouard Philippe. Édouard Philippe, en effet, Édouard Philippe a beaucoup agacé le président à propos de sa mise en garde sur la Nouvelle-Calédonie, puisque on lui reconnaît des mérites à l'ancien Premier ministre dans les avertissements qu'il a donnés, qui sont avérés exacts, si j'ose dire. Deuxième élément, il a jugé, pour compléter ce qu'a dit Félix avec pertinence, comme d'habitude, il a jugé surprenante la proposition du président de faire un débat avec Marine Le Pen. Je trouve que la démarche d'Édouard Philippe est très fine. Il est dedans et en même temps subtilement dehors. Jean Dorido. Oui, de toute façon, il fait partie des personnes qui travaillent depuis un bout de temps à la prochaine échéance présidentielle en 2027. Donc, et puis notre président le supporte difficilement, c'est sûr. Après, c'est subtil, c'est pas si subtil. Enfin, on le voit quand même arriver avec ses gros sabots. Oui. Moi, je déteste pas le personnage, mais je trouve justement qu'il pourrait afficher ses ambitions de manière plus claire, parce que encore une fois, oui, mais l'effet de surprise va un peu retomber à plat. Ensuite, même stratégiquement, je veux dire. Il faudrait plutôt surprendre les gens parce qu'on va s'endormir sinon. Mais il ne cherche pas à surprendre sur sa candidature, il surprend sur les modalités. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont débat, frappe et sniffy. L'idée d'un débat avec Marine Le Pen poursuit le président Macron jusque dans sa visite d'État en Allemagne. Même son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, se dit surpris par l'idée. Israël reconnaît des faits graves et dit investiguer après la frappe qui aurait tué une 40aine de personnes dans un camp à Rafah. L'armée dit avoir visé des terroristes qui se cachaient sous terre. Et puis c'est une poudre qui se sniffe par le nez pour un effet énergisant. Mais contrairement à la cocaïne, elle est légale. La poudre sniffy inquiète les addictologues. Les vraies voix Sud Radio. C'est la première visite d'État d'un président français en Allemagne depuis Jacques Chirac. Il y a 24 ans, à Berlin, Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur aux époux Klarsfeld, saluant leur traque sans relâche contre les nazis après la guerre. Direction ensuite l'Est de l'Allemagne, avec au programme un appel à la jeunesse pour plus d'Europe. Emmanuel Macron qui, au passage, défend donc son idée, émise ce week-end dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, celle d'un débat avec Marine Le Pen. Contrairement à beaucoup, je ne m'abutis pas à l'idée que le Rassemblement national serait un parti comme les autres. Et donc, quand il est placé en tête des sondages, je considère que ce parti, qui par ses idées menace l'Europe, précisément parce qu'il est anti-européen par construction et nationalisme, eh bien c'est la responsabilité du président de la République de lever ces ambiguïtés. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ce débat. Exceptionnel, mais assumé. Et strictement dans ce cadre-là. Donc, vive le pluralisme, et vive tous les candidats, mais vive aussi la défense de l'idée de République, la démocratie et l'Europe, et ne faisons pas de confusion en mettant tout le monde sur le même pied. Une proposition présidentielle qui en laisse certains sceptiques. Vous en parliez, jusque dans son propre camp, effectivement, l'enthousiasme d'Édouard Philippe, interrogé sur cette idée d'un débat Macron-Le Pen, enthousiasme tout relatif, c'était sur LCI. Alors, permettez-moi de faire une différence. Que le Premier ministre, qui est le chef de la majorité, discute avec le chef d'un parti politique, débattre avec le chef d'un parti politique, ça me paraît pas scandaleux, ça me paraît assez normal. Que le chef de l'État
explique que dans un cadre par ailleurs électoral, il se propose de débattre avec une personnalité politique qui se prépare sans doute à l'élection présidentielle, mais enfin, c'est plus surprenant. Et c'est un peu plus surprenant, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est un peu plus surprenant, voilà. Je ne viens pas quand on me siffle, a réagi en tout cas de son côté Marine Le Pen. Elle réitère sa condition, un hypothétique débat, que le président Macron mette sa démission ou bien une dissolution de l'Assemblée dans la balance en cas de défaite aux européennes. Ce qui nous amène au Rolling Ifop fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, où effectivement la liste RN de Jordan Bardella fait la course en tête et continue même à grimper. 33,5% des intentions de vote désormais suivent la liste Renaissance de Valérie Ayé à 16%, suivi de Raphaël Glucksmann à 14,5%. Toutes les autres listes sont à retrouver comme chaque jour sur sudradio.fr. Le rolling est mis à jour à 17h. C'est l'attitude constante d'Emmanuel Macron. Il s'engage à fond. Il veut demeurer intouchable malgré l'engagement partisan. Est-ce que c'est pas un camouflet pour Valérie Ayé? On envoie Attal, maintenant Macron veut y aller. Non, mais là, c'est quand même absolument ahurissant. Et elle approuve le camouflet. De la part de notre président qui s'est fait le héros avec un H, bien sûr, de l'égalité femmes-hommes. Et vraiment, mais c'est une honte de ne pas avoir envoyé Valérie Ayé débattre face à Jordan Bardella. C'est vraiment, écoutez, poussez-vous de là que je m'y mette, on va envoyer un mec quand même, parce que la fille, je sais pas, elle ne doit pas être jugée assez compétente. C'est quand même, non mais, je sais pas, les bras en tombent de voir qu'à notre époque, elle l'a fait le débat contre Bardella. Elle l'a fait le débat contre Bardella. La grosse affiche, c'était Attal Bardella sur France Télévisions. Mais en fait, une femme a le droit d'être mauvaise, c'est aussi l'égalité. Oui, mais une féministe qui disait ça, on aura atteint, je crois que c'était Madame Giroud qui disait on aura atteint l'égalité femmes-hommes quand il y aura des femmes incompétentes à des postes de valeur. Mais après, on comprend en creux la vraie raison de tout ça. Pourquoi on a mis en avant Attal, puis après effectivement Macron, parce que justement, historiquement, je pense qu'ils veulent pas assumer, et c'est quand même une bonne chose, il me semble, l'idée d'avoir fait prospérer le RN sans avoir réagi alors qu'ils pouvaient le faire. Donc, mais peut-être sont-ils misogynes, hein. C'est pas impossible. Hein. Ça me semble pas scandaleux tout de même. Les amis, le deuxième mot, Philippe, le deuxième mot frappe Israël qui dit examiner les faits après l'attaque meurtrière sur un camp à Rafah. La défense civile de Gaza évoque une 40aine de morts suite à cette frappe israélienne qui a mis le feu à des tentes. L'ONU réclame une enquête complète et transparente ainsi que des mesures pour mieux protéger les civils. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement israélien, Avi Iman, a reconnu la gravité des faits tout en promettant une enquête sur les circonstances. Nous avons poursuivi 2 commandants du Hamas responsables de très nombreuses attaques en Judée et Samarie et à Gaza. Selon les premières informations, un incendie s'est déclaré après l'attaque. Ces terroristes se cachaient sous terre et il semblerait qu'il y ait eu des victimes civiles. Nous étudions la question. C'était vraiment grave. Toute perte de vie civile est grave et affreuse. Nous cherchons à poursuivre le Hamas et à limiter les pertes civiles. Nous enquêterons si une enquête est nécessaire. Avi Iman, le porte-parole du gouvernement israélien. Troisième mot, Sniffy, un produit qui rappelle la cocaïne, mais il est en vente libre. Oui, une poudre énergisante vendue en toute légalité dans les bureaux de tabac El Sinal par le nez, avec la promesse d'effet immédiat qui dure 20 à 30 minutes. Fabriquée à base de kératine, de taurine ou encore de caféine, son utilisation questionne, même si ses composants sont légaux a priori. Pour le professeur Nicolas Simon, addictologue à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, cette poudre est la porte ouverte à la banalisation du geste. Ça ouvre l'idée que finalement, sniffer des produits, c'est quelque chose de commun et qui pose pas de problème, et donc on peut s'administrer des produits comme ça. Il faut savoir que c'est un moyen très efficace de faire passer dans le sang et dans le cerveau des produits très très rapidement. Il peut y avoir une accoutumance, il peut y avoir des effets indésirables qu'on ne manquera pas de voir chez des gens plus sensibles que d'autres. Ça peut se traduire peut-être que par de la tachycardie, mais ça peut être potentiellement plus problématique que ça. Des propos recueillis par Jules Boscherini pour Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, le gouvernement qui annonce un durcissement des conditions d'obtention et de durée de l'assurance chômage à partir du 1er décembre 2024. Alors parlons vrai, est-ce que la principale cause du chômage, ce sont les chômeurs? Est-ce qu'en contrepartie, on ne doit pas octroyer aux salariés une baisse des cotisations chômage, les droits baissant pour ceux-ci en cas de perte d'emploi? Est-ce que la difficulté des seniors à retrouver un emploi est prise en compte suffisamment dans cette réforme et à cette
cette question, pour relancer l'emploi, réduire les indemnités chômage, est-ce la bonne solution? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité dans un instant, Victoire Bèche, qui est avec nous, membre de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires. Petite question avant de partir en pub, est-ce que le système d'indemnisation du chômage est aujourd'hui trop généreux? Avec la moitié des allocataires d'allocation chômage qui touchent moins de 900 € par mois, je dirais que non. On en parle dans un instant, vous êtes les bienvenus. Le standard est ouvert. Aude est avec vous, 0826 300 300, on vous attend. David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Une écoute qui monte comme ça sur le digital. Ah oui, on a frôlé les 5 millions au mois d'avril et avec un petit peu de chance, là il y a un jour de plus en mai qu'en avril, on va peut-être titiller encore plus, voire passer les 5 millions en numérique. Vous titillez? Oui, absolument. Alors attention les deux stagiaires là, attention à ce que vous dites. Allez, on vous souhaite la bienvenue, 0826 300 300. Philippe Bilger, Jean Dorido et Tom Conan sont avec nous. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017 avec Emmanuel Macron et qu'il avait promis de mettre fin au chômage de masse, tout le monde nous a rayonnés en disant que ça serait impossible. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, le chômage de masse a disparu. Ouais, on a peur de la précarité, ça fait quand même peur, bien sûr. Monsieur Macron disait qu'il suffisait de traverser la rue. Moi, je pense qu'il suffit de rester sur sa chaise, de prendre son téléphone pour trouver un emploi. Tu as aujourd'hui en France des gens qui se font un plan de chômage et non pas un plan de carrière. Mettre la tête sous l'eau à quelqu'un pour lui apprendre à nager, ça n'a jamais marché. Ça pousse les gens à être dans la survie. Nos chefs d'entreprise, petits patrons de PME, TPE, ils le disent tous. Je cherche à recruter, j'ai plein de postes ouverts et je n'ai pas de candidats. Et en même temps, j'entends qu'on a encore 7,5% de chômage. Les partenaires sociaux dénoncent le nouveau durcissement de ces règles d'indemnisation annoncées par le Premier ministre ce samedi. L'objectif de Gabriel Attal, ramener 90 000 personnes à l'emploi en économisant 3,6 milliards d'euros. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la principale cause du chômage, ce sont les chômeurs? Est-ce qu'en contrepartie, on ne devrait pas octroyer, en cas de réforme, une baisse des cotisations aux salariés, puisqu'ils auront droit à moins d'indemnisation en cas de perte d'emploi? Est-ce que la difficulté des seniors à retrouver un emploi est suffisamment prise en compte dans cette réforme? Et à cette question, pour relancer l'emploi, réduire les indemnités chômage, est-ce la bonne solution? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est un sondage qui a bien monté depuis tout à l'heure. On accueille Victoire Bèche qui est avec nous, un membre de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, d'abord le tour de table et ensuite je ne serais pas choqué en soi par la volonté de réforme du gouvernement. Ce qui me perturbe tout de même, c'est le fait que j'ai l'impression que le gouvernement a des visées qui ne sont plus sociales du tout, mais purement quantitatives et économiques. Comme si en réalité, il fallait forcément désigner l'ensemble des chômeurs comme des paresseux qui ne désirent pas travailler et que le seul objectif de ce gouvernement, d'ailleurs même transféré sur les seniors par certains côtés, c'est de faire baisser artificiellement, finalement au détriment de gens, comme le dira probablement ma voisine, d'aggraver le sort des précaires. Ouais. Jean Dorido. Alors moi, les sujets qui me préoccupent par rapport à cette question du chômage, c'est d'abord la notion de travailleur pauvre. On a quand même inventé en France cette notion de travailleur pauvre. On retourne au 19e siècle avec des personnes payées à la tâche qui n'ont aucune protection sociale. Et puis, c'est aussi la question des seniors, parce que c'est quand même un vrai souci. On recule l'âge de la retraite, mais les gens perdent leur job arrivés à 50 ans, ils ne retrouvent plus de travail. Et ça me semble être très problématique. Je crois que le projet de loi fait de la casse sociale encore sur les plus de 50 ans. Et puis le troisième point, c'est le chômage des jeunes qui ne sont pas qualifiés, voilà, qui n'ont aucune qualification et dont la France ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est quand même un souci. C'est pas en réduisant les indemnités qu'on leur trouvera du job. Tom Conan. Oui, alors moi je pense effectivement la situation, c'est qu'il y a une précarité qui s'aggrave depuis des années. Il y a une augmentation du coût du logement, il y a une augmentation des denrées alimentaires, il y a une augmentation d'à peu près tous les postes de dépenses, y compris les dépenses contraintes pour la plupart des gens. Alors évidemment, ceux qui ont des niveaux de revenus suffisants peuvent l'absorber, parfois sans difficulté, parfois avec un peu de difficulté. Et puis ensuite, il y a ceux qui peuvent pas
du tout l'absorber et qui du coup se restreignent dans des dépenses essentielles, des dépenses de santé, de logement, je l'ai dit, ou des dépenses alimentaires. Souvent, on fait des réductions sur les dépenses de santé voilà, aussi. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui enchaînent des contrats dits précaires, des contrats qui ne sont pas stables, des gens qui enchaînent des CDD, des intermittents, des auto-entrepreneurs, etc., etc. J'en connais un nombre incalculable autour de moi dans beaucoup de situations et dans beaucoup de secteurs économiques. Donc, j'ai l'impression que ces réformes-là, qui d'ailleurs s'additionnent, vont aggraver encore cette précarité et pour effectivement brandir derrière peut-être un chiffre du chômage qui aura prétendument été réduit. Alors, je fais un récapitulatif. Aujourd'hui, l'ouverture des droits c'est 6 mois de travail au cours des 24 derniers mois et désormais, ce sera 8 mois sur une période de 20 mois et la durée maximale d'indemnisation est réduite de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans, entre autres. En tout cas, notre invité est avec nous, Victoire Bèche, membre de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires. J'imagine que ces annonces vous font froid dans le dos. Les annonces, elles s'inscrivent dans la droite ligne de ce qui est fait depuis 2019 par le gouvernement, qui a décidé de faire des chômeurs la tête de turc de la question du chômage de masse en France. Et ça, c'est une hypocrisie sans nom quand on sait que depuis les années 2000, il y a eu une augmentation drastique du nombre de contrats courts par les entreprises et qui ne sont pas justifiés par des besoins économiques et qui sont même dérogatoires au droit du travail, qui stipulent que les CDD ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un remplacement ou d'une augmentation ponctuelle de l'activité. Or, aujourd'hui, 90% des embauches se font soit en CDD, soit en intérim, soit ce type de contrat court de moins d'un mois. Alors, il y a beaucoup d'employés aujourd'hui qui refusent le CDI et il y a aussi un monde du travail qui est en train de se transformer. C'est pas que de la faute des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, certains n'ont pas non plus les moyens avec les charges de pouvoir employer sur des longues durées du personnel. Il y a aussi un vrai problème là-dessus. Ça, vous l'entendez ? Alors, je pense en effet qu'il y a une culture d'entreprise qui aujourd'hui, les conditions de travail se sont tellement dégradées que, en effet, il y a certaines personnes qui refusent de rester dans les postes actuels. Ceci étant dit, l'énorme majorité des gens aujourd'hui cherchent un CDI, une certaine stabilité de l'emploi. Donc, le discours sur la précarité choisie est un discours mensonger. Il suffirait finalement d'aller interviewer la plupart des privés d'emploi que vous rencontrez dans les agences France Travail pour vous en convaincre. Par ailleurs, sur la difficulté des entreprises à embaucher, n'oublions pas que la grande majorité aujourd'hui des salariés sont salariés soit de grands groupes donc qui versent des dividendes à leurs actionnaires faramineuses. J'ai plus le chiffre en tête exactement, si 97 milliards d'euros en 2023 pour les entreprises du CAC 40 et que énormément, entre 55 et 60% des PME sont des entreprises sous-traitantes de ces grands groupes. Par conséquent, on peut considérer que leurs difficultés de trésorerie sont liées au prix trop bas que les grands groupes leur imposent pour la fourniture des services ou des denrées qu'ils leur fournissent. Donc c'est une fausse question, la question des TPE et des PME. Vous êtes chômeur, vous craignez une baisse de la durée d'indemnisation. Venez témoigner au 0826 300 300. Philippe Bilger. J'avais cru comprendre que justement le délai de 8 mois était destiné peut-être à diminuer le nombre de contrats courts en obligeant pour obliger les gens à choisir des contrats un peu plus longs. Est-ce que tout ça apparaît absurde à votre avis c'est totalement absurde. Ai-je mal compris c'est totalement absurde à partir du moment où de toute façon les contrats longs, enfin en CDI, il y en a de moins en moins. Donc en fait, si vous voulez, dans ces cas-là, taper sur les entreprises et contraignez-les à abandonner le recours systématique aux contrats courts. Aujourd'hui, y compris la DARES le dit. Je veux dire, dans son dernier rapport intermédiaire qu'elle a fait sur les bilans des réformes d'assurance précédentes, elle écrit les caractéristiques structurelles des entreprises et en particulier leur secteur d'activité n'expliquent que la moitié de recours aux contrats courts, l'autre moitié relevant de stratégies propres aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Ça veut dire qu'y compris la DARES, dont on ne peut pas accuser d'être des gauchistes. En français, c'est quoi la DARES ? C'est la direction... je vais vous le dire exactement.
Mais après, il y a des statuts d'employés qui existent. Forcément, les entreprises, ils sont dans leurs droits aussi. Après, la succession, il y a plein effectivement d'entreprises qui succèdent les CDD, ce qui est totalement interdit. Mais c'est quand même le droit français, et donc forcément, elles s'en servent. C'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Ça y est, j'avais un trou. Mais moi, sur quoi je voudrais insister pour rejoindre aussi ce que disait Madame, c'est le fait qu'il y a effectivement une culture d'entreprise, une culture économique qui est celle de la flexibilité, d'ailleurs, qui apparaît comme un bon mot dans l'esprit des gens. Flexible, ça a l'air sympathique, ça a l'air agréable. On a tous envie d'une vie flexible et cool. Mais en réalité, la flexibilité, c'est très souvent synonyme de précarité, et c'est surtout incompatible avec le reste, encore une fois, des contraintes de la vie sociale ordinaire. C'est-à-dire que la flexibilité, c'est sympa, mais derrière, il n'y a pas de flexibilité du banquier quand vous devez rembourser des traites de crédit, ou du bailleur quand vous devez payer votre loyer, ou même de l'épicier lorsque vous devez payer votre paquet de pâtes, etc. Donc en réalité, c'est totalement incohérent, et c'est tout le problème. Il y a plein de dépenses qui sont contraintes, et je reviens même pas sur la mutuelle pour ceux qui ont une mutuelle, je sais pas, l'assurance pour assurer leur scooter, etc., etc. Tout ça est absolument incompressible, et donc ça ne rencontre pas, ça ne matche pas, comme on dit en anglais, le fait d'avoir une flexibilité qui se développe par ailleurs de manière colossale dans beaucoup d'industries, dans beaucoup de secteurs économiques. Et voire même, il y a même des secteurs entiers qui fonctionnent à 80% avec des contrats précaires. Faut quand même le savoir. C'est direction l'Aude avec notre vraie voix du jour. Rebonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut durcir les conditions d'indemnisation des chômeurs, les laisser telles quelles, voire les améliorer si on pouvait d'un point de vue financier ? Je pense qu'il faut les améliorer. Personne n'est dupe quant à l'accès et cette demande permanente de main-d'œuvre qu'on accepte de beaucoup de personnes étrangères pour les sous-payer en fait. Le problème il est là, c'est-à-dire qu'on va continuer. En 40 ans, on a perdu toutes nos industries, toutes nos entreprises qui employaient de la main-d'œuvre qui était rémunératrice et tout ça, et maintenant les mêmes qui ont fait ça pendant 40 ans reviennent en chevalier blanc en nous annonçant une réindustrialisation magique, enfin exceptionnelle. Monsieur Macron ou monsieur le maire qui nous annonce comme il a fait pour mettre à genoux l'économie russe en 2 mois, qui nous annonce 3,6 milliards d'économies, 90 000 emplois. Depuis que M. Macron est là, on est passé de 5,5% de chômeurs à 7% actuellement. On n'était pas à 5,5 quand il est arrivé, on était au-dessus de 7 quand il est arrivé. Ah d'accord. Mais par contre, attention, parce que je crois que le nombre de personnes au RSA a augmenté suite aux personnes qui passent en fin de droit, qu'on bascule dans le RSA. Enfin, on était supérieur à condition qu'ils comptent les mêmes catégories. Parce que si on compte toutes les catégories comme on comptait au départ, on était largement dessus. Oui, non, mais parce qu'il faut savoir un peu de quoi il parle. Et personne n'est dupe là-dessus, en tout cas pas moi. Et la chose, c'est qu'en 7 ans, il a été capable de nous créer, par exemple, 90 000 emplois. Et là, comme par magie en caca dans les doigts, il va les créer. Donc, ces personnes-là sont, en quelques mois, nous rallongent la durée de travail de 2 ans, sont capables de donner 100 euros aux sénateurs, 300 euros aux députés, tout ça, et ils viennent taper sur les personnes qui, à partir d'un certain âge, ont de plus en plus de difficultés. Moi, ce qui me sort par les yeux, c'est de penser que les gens sont au chômage par choix. On a toujours quelques brebis galeuses dans toutes les trucs. Si on devait parler de politique, on peut en trouver quelques-unes. Donc, il faut, à un moment donné, je pense qu'il faut juste recentrer les choses et travailler pour la France. Ça rejoint mon propos de tout à l'heure. Bougez pas, Sébastien. Victoire Bèche, si vous étiez forcément autour de la table des négociations, qu'est-ce que vous pourriez proposer ? Parce que on a l'impression que il y a 2 France qui s'opposent. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le retour à l'emploi ? Alors, de créer des emplois. Bah oui. D'arrêter de supprimer. Mais il y en a des emplois. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent aujourd'hui des. Alors ça, il faut s'interroger là-dessus. Sébastien nous disait, qui appelle de l'Aude, qui était vigneron, qui dit par exemple, on est obligé de faire venir de la main d'œuvre étrangère pour faire les vendanges, par exemple, alors qu'il y a des millions de chômeurs en France. Alors là, c'est intéressant. Là, je vous renvoie à une étude de Pôle Emploi qui avait sorti une étude en février 2022 et qui disait que sur les offres d'emploi qui apparaissaient sur le site internet de Pôle Emploi, enfin ancêtre de France Travail, seulement
seulement 6% d'entre elles étaient non pourvues. Et parmi ces 6%, aucune n'était non pourvue faute de candidats. Parmi les 6%, 3%, il me semble-t-il, étaient non pourvus pour abandon de recrutement, donc les entreprises n'avaient plus besoin d'embaucher, donc elles n'embauchaient plus. Et les 3% restants, c'était manque de formation des candidats et manque de motivation des candidats. Une notion qu'il faudrait déterminer, puisque je ne sais pas trop ce que ça signifie, manque de motivation. Par conséquent, il est prouvé par Pôle emploi lui-même que toutes les offres d'emploi ont reçu des candidats. Et que et donc ce sont bien les employeurs qui ont refusé d'embaucher les personnes qui se sont présentées. Donc il faut dire la vérité. Je veux dire, toutes les offres d'emploi retrouvent des candidats. Il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, avec la ville de Paris qui a 4500 postes vacants, budgétés mais vacants, nous avions organisé avec les syndicats CGT de la ville de Paris un bureau d'embauche. Donc nous avions récolté des CV, on en avait récolté je crois 800 sur une semaine. Sur ces 850 personnes ont été embauchées. Et c'est des CV qui avaient été sélectionnés justement parce qu'elles correspondaient au profil des offres qui étaient non pourvues. Or, seulement une petite partie d'entre elles avait été embauchées. Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi la ville de Paris refuse d'embaucher ces gens qui viennent et qui ont envie de travailler et qui postulent. La ville de Paris ne les embauche pas. Et derrière, nous dit que le service se dégrade puisqu'il y a un manque de personnel. Victoire, si je puis me permettre, si je vous écoute, on a l'impression qu'il y a pas du tout de chômeurs qui profitent du système. J'ai l'impression que tout le monde cherche du travail et que personne, mais il y a forcément, vous pouvez pas nier quand même qu'il y a une infime partie, même si elle est infime, de gens qui profitent de ce système quand même. Vous pouvez pas dire le contraire. Après, qu'est-ce que vous appelez infime ? Si vous parlez, je veux dire, de 0,05%. Mais moi, je les connais pas, mais il y en a forcément. On en a tous autour de nous, en fait. Remettre en cause, finalement, un système de protection sociale. J'ai pas dit ça. Pour sanctionner une extrêmement grande minorité. Non, le but n'est pas de sanctionner, je ne dis pas ça. Là, en l'occurrence, c'est ce qui arrive, puisque là, vous avez, par exemple, le durcissement des règles pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, qui passe donc à 8 mois sur les 20 derniers mois, va impacter un nombre de personnes, mais incalculable. Et notamment les travailleurs précaires. Si on fait le calcul, même aujourd'hui, c'est déjà un problème. Un intérimaire travaille en moyenne, je crois que c'est 607 heures ou 610 heures par an. Aujourd'hui, à 6 mois, c'est 910 heures minimum. Donc, vous vous rendez compte que si vous passez à 8 mois, le nombre d'intérimaires qui, eux, sont des travailleurs. Enfin, je veux dire, là, on peut pas les accuser, je veux dire, de pas vouloir travailler. Ce sont des travailleurs. Eh ben non, eux, entre 2 périodes d'intérim, où les CDD, c'est la même chose, ne seront plus indemnisés par l'assurance chômage. Donc vous avez un patronat qui génère de la précarité pour pouvoir ajuster la main-d'œuvre aux besoins de rentabilité de leur entreprise. Et ensuite, vous reprochez finalement à l'assurance chômage de faire le pont finalement pour pouvoir, de faire le pont dans les périodes où ils travaillent pas pour pouvoir quand même permettre à ces personnes de survivre. Et aujourd'hui, vous les sanctionnez, donc c'est bien une sanction. Et ensuite, je voudrais dire qu'il y a, une offre d'emploi n'existe pas dans l'absolu, c'est-à-dire elle existe aussi dans la mesure où elle est quand même corrélée un minimum avec la qualification de la personne et avec le lieu. C'est-à-dire que c'est facile de dire il y a une boîte à Brest qui recherche oui, mais là, je vous dis juste que les formations, il y a plein de formations à France Travail, elles sont souvent assez peu pourvues, et c'est ça aussi le problème. Oui, puisque l'intérêt, c'est aussi d'aller se reformer pour trouver un travail. Je pense que l'enjeu aussi pour certaines personnes, c'est quand même de trouver un travail qui correspond de près ou de loin avec ses qualifications, qui soit à peu près dans son secteur géographique, ce qui souvent justement n'est pas le cas. C'est pour ça que c'est pas du tout volontaire. Merci en tout cas Victoire Bèche d'avoir été avec nous, un membre de la direction nationale de la CGT, chômeurs et précaires. On vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, on garde Sébastien, le quiz de l'actu. Le qui c'est qui l'a dit. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bienvenue chez vous. Et nous, on est bienvenus chez vous, j'espère aussi. On est ravis, en tout cas. Vous avez un très joli salon, bravo monsieur. Quel goût de fou. Vous avez un beau bureau, vous l'avez rangé, voilà. Parce que, bien sûr, on rentre chez les gens, Philippe Bilger. Nous, on a la certitude qu'ils sont bienvenus chez nous. Voilà, nous, ça c'est sûr. Bon. Ça, c'est gagné. Tom Conan est avec nous et bien sûr, notre ami Jean... Dorido. Non. On en est où là ? C'est pas lui. Jean Dorido, si, c'est lui. Non, c'est pas ça, je cherchais. Ah oui, le quiz de l'actu, Jean Dorido. Je cherchais je suis partie dans un truc là. Vous avez pu oublier. J'ai complètement oublié que c'était le quiz de l'actu. Ah, ben voilà, je cherchais, du coup j'ai tout fini. Pardon, Jean Dorido, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et avec Sébastien qui est avec nous, quand je pense que j'ai raté ce quiz de l'actu, mon cher Sébastien, alors que c'est quand même le moment crucial où tout se fait dans cette émission. Et ça va, Sébastien ? Ça va très bien. Bon, très bien. Allez, le quiz de l'actu, tout de suite, on démarre tout de suite avec la première question. Question qui c'est qui l'a dit, 3 points. En Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État doit s'interdire la tentation de l'ultimatum. Sébastien. Édouard Philippe. Non. Mais c'est un ancien Premier ministre aussi. Valls. Non. Plus loin. Jean-Marc Ayrault. Non. Plus loin. Lionel Jospin. Bonne réponse de Sébastien. Lionel Jospin. Lionel Jospin. Oui. Bravo. Eh oui. Il existe. En direct de l'île de Ré, ouais. Autre question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit ? Je suis fasciné de voir certaines forces politiques à gauche trouver des discours odieux quand ils sont prononcés dans l'Hexagone, mais les légitimer quand ils viennent de Nouméa. Si on disait à Paris, on va limiter le corps électoral, sinon on va être remplacé, ça ne semblerait pas bizarre ? Sébastien. Dupond-Moretti. Non. Marion Maréchal. Non. Non. Chenu. Non. Marion Maréchal. Non. Plus haut. Marine Le Pen. Non. Plus haut. Dieu le Père. Bellamy. Attal. C'est qui le grand Manitou de la France ? Macron. Bonne réponse de Philippe Bilger. On l'a complètement oublié. Alors que c'est quand même le mec le plus important de... Là, on a presque réussi à l'avoir de manière spontanée. Ah oui. Allez les amis, qui c'est qui l'a dit ? 3 points. Il y a aujourd'hui en France, pas toujours mais parfois, un lien entre insécurité et immigration. Il faut être aveugle pour affirmer le contraire. Sébastien. Qui a dit ça ? C'est une femme. C'est une femme. Ouais. Ah, c'est une femme. Sébastien. Marion Maréchal. Non. C'est une dame de Renaissance. Oui. C'est une dame de Renaissance. Oui, non. Non, c'est Elle pas est Valérie. Porte-parole des députés Renaissance. Ouais. Prisca. Non. Non, j'ai plus son. Pas porte-parole. Elle est porte-parole des députés Renaissance. Béberge quelque chose. Maud Bréjon. Maud Bréjon, Philippe Bilger. Non, mais on l'accorde. On l'accorde, avait dit Maud. Merci les amis, merci. Non, on l'accorde. J'ai décidé de calmer le jeu. Qui c'est qui l'a dit à un point écoutez bien Sébastien. sur la retraite internationale d'Olivier Giroud. À un moment, il faut savoir s'arrêter. On parle des Bleus, pas de l'EHPAD des Magnolias. Oh. Et ce n'est pas Claude François. Ça, c'est pas chic, hein. Oula. Pas sympa. C'est pas un sportif. Ah si. Le grand Manitou. Sébastien. Moscato. Non. Non. Dimeco. Ménès. Ah non, c'est un ancien joueur et grand entraîneur. Patron des Bleus. Dugarry. Non. Pas Deschamps. Bah si, Didier Deschamps. Didier Deschamps. Juste pour une fois. Vous avez entendu des Magnolias. Allez, la dernière question pour 2 points. Qui c'est qui l'a dit sur les élections européennes ? Manifestement, nous n'arrivons pas aujourd'hui à répondre pleinement aux attentes des Français. Il faudra que collectivement, on s'interroge. Sébastien. Gabriel Attal. Non, Glucksmann. Non, c'est encore une femme de Renaissance. Eh ben Madame Hayek, non, peut-être. Non. Prisca Thévenot. Non. 3e personnage de l'État. Oh, bah c'est la bonne pivet. Il a dit en premier là. Yael Braun-Pivet. C'est pas loin, j'étais pas loin. Et donc, c'est Philippe Bilger le vainqueur avec 6 points. Par devant Sébastien, 3 points. Jean Dorido, 3 points. Et porté disparu. Et là, c'était pas Claude François, c'était. Je crois qu'il est famille. Absolument. Allez les amis, merci beaucoup Sébastien d'avoir joué avec nous et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, dans quelques minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Gabriel Attal, trop indulgent avec Prisca Thévenot. Jean Dorido. Le naufrage du SNU. Tom Conan. Moi, j'ai parlé de la fin de vie. Ça a l'air top. Allez, on fait un point dans un instant. 0826 300 300. Aude vous attend, bien entendu. Vous êtes les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis d'accueillir nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan. Je vais déjà arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Moi, il y a un truc dans mon café, Philippe. Ah non, j'ai rien mis dedans. En plus, c'était un thé. Oui. Peut-être quelqu'un d'autre. Alors, Jean Dorido est avec nous. Et puis, bien entendu, vous, au 0826 300 300. Dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu où nous partons en Dordogne. Oui, avec les sangliers qui pullulent. Résultat, des champs de maïs à peine semés se retrouvent complètement retournés. La FDSEA fait venir le préfet dans le champ pour constater les dégâts dans un des champs concernés. Il y en a beaucoup. On en parle dans un instant.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et ce soir ce sera un grand village, même une grande ville, puisque je vous emmène avec moi à Nantes. Nantes où en 2028 doit ouvrir à la Cité des Imaginaires un grand musée Jules Verne pour le bicentenaire de la naissance de l'écrivain qui était né dans la Cité des Ducs. Une ouverture qui ne fait pas l'unanimité puisqu'un collectif, surnom que se donnent les groupuscules d'extrême gauche, demande à la mairie d'annuler cette ouverture avec des arguments chocs. Je vous en ai préparé un florilège. La ville de Nantes s'honorerait à mettre en avant d'autres figures de l'histoire locale que cet écrivain blanc et bourgeois, au récit problématique et qui était à la fois raciste et antisémite. Difficile de trouver un seul de ces 82 romans qui ne portent pas des traces indélébiles d'idéologie sexiste, racialiste et colonialiste, tout en vénérant les machines et le progrès du capitalisme prédateur au 19e siècle. La métropole nantaise et ses élus ne peuvent fermer les yeux sur la place et le rôle de l'imaginaire vernien dans l'histoire coloniale et dans la crise écologique contemporaine. L'heure n'est plus à la quête d'attractivité ni à l'invention d'une fake culture basée sur un exotisme de pacotille et sur une culture littéraire colonialiste. Fin de citation. Alors soit Jules Verne était anti-Dreyfusard et avait écrit des choses sur les peuples des pays colonisés qui ne passeraient pas aujourd'hui. Mais rappelons qu'il les écrivait avec les yeux d'un homme du 19e siècle, à une époque où un certain Jules Ferry, homme de gauche, qui rendit d'ailleurs l'école laïque et gratuite obligatoire pour tous les enfants de France, déclarait à la Chambre des députés « Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent, et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Va-t-on débaptiser les écoles et les rues Jules Ferry ? Pour la vénération des machines et le progrès du capitalisme prédateur, Jules Verne a juste vu avec un siècle d'avance que l'homme irait un jour sur la Lune, arrivera à descendre jusqu'à 20 000 lieues sous les mers, ou ferait le tour du monde non pas en 80 jours, mais en plus ou moins de 24 heures en avion supersonique. Mais le plus grave dans son cas est peut-être qu'il était blanc et bourgeois. Laissons donc ces détracteurs creuser au rythme où ils vont. Ils auront fait avant 2028 un voyage au centre de la Terre. Philippe Bilger. J'approuve totalement votre propos, Philippe, mais je dirais le plus grave, c'est que je pense que cette dérive va augmenter, s'universalise et que je ne vois aujourd'hui aucun moyen de la stopper. Toutes les polémiques qui naissent de cela et ô combien pertinentes pour la vôtre, il n'y a aucune raison que ces dérives absurdes s'arrêtent. Jean Dorido. Alors écoutez, je vais faire preuve d'optimisme. Je ne suis pas d'accord avec Philippe Bilger. Moi, je vous rejoins effectivement sur ce que vous dites sur Jules Verne. Ça fait partie du patrimoine et c'est vrai que c'est vraiment un souci, cette relecture de l'histoire avec un regard actuel, et j'ai le sentiment que cette espèce de folie wokiste arrive au bout et on n'en a plus pour longtemps. Ouais, c'est toute la question de la cancel culture. Ouais, moi j'y suis un peu réfractaire dans le principe. Après, on ne faut pas confondre wokisme et cancel culture, parce que c'est quand même deux choses un peu différentes. Le wokisme n'existe pas en réalité. Il y a des figures wokistes, il y a des propositions. Non mais il n'y a pas un mouvement. Ça se chevauche un peu les enfants. Oui, mais il n'y a pas un mouvement wokiste. Il n'y a pas un mouvement wokiste général. Il y a des choses qui peuvent être très bien quand c'est la défense des droits des femmes, des LGBT, etc. Ça peut être du wokisme et ça me semble être très bon. Quand effectivement ça revient à relire l'ensemble de la culture mondiale et à vouloir caviarder l'ensemble des œuvres écrites dans des contextes très spécifiques qui peuvent être colonialistes, racistes, etc. Effectivement, là c'est absurde. Allez, tout de suite, direction la Dordogne avec vous, Félix Mathieu. Vous avez la parole. La Dordogne où les champs se retrouvent ravagés par des sangliers qui pullulent. Les représentants du monde agricole ont même invité le préfet à enfiler ses bottes pour constater les dégâts sur place dans une culture de maïs. Culture totalement retournée 3 jours après avoir été semée à Dussac. Les sangliers ont dévoré quasiment tous les grains de la parcelle. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de la FDSEA en Dordogne. Bonsoir Joël Fréré. Oui, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La situation est vraiment critique en Dordogne et pas seulement sur cette exploitation. Alors en fait, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une augmentation des effectifs de gibier, particulièrement de sangliers. Et en fait, on se retrouve à avoir une augmentation des dégâts et de parcelles détruites tout le long du cycle des cultures, du semis jusqu'à même aux cultures qui sont prêtes à récolter. Mais comment ça se fait qu'il y ait une augmentation ? Il n'y a pas de régulation finalement des espèces ? Eh bien en fait, il y a une régulation qui est faite. Il y a les chasseurs qui prélèvent, mais en fait,
au fil des années, ces populations se sont complètement développées. Et en fait, on prélève en Dordogne 20 000 sangliers, mais il faudrait en prélever 30 000. Quoi. Ah oui. C'est énorme. Monsieur le Président, c'est énorme. Monsieur le Président, il y a une très belle nouvelle d'Alphonse Daudet qui parlait du préfet Auchan. Vous l'avez eu, le préfet? Il est venu voir de très près. Oui, on l'a amené pour qu'il constate les dégâts et qu'il prenne des mesures, des arrêtés, des mesures qui permettront de prélever et de tuer un peu plus de sangliers qu'il y en est aujourd'hui. Parce qu'en fait, les agriculteurs ne vont plus tenir sur le terrain. Il va y avoir des agriculteurs plus qu'excédés. Si vous voyez que cette année, en plus, il y a les conditions climatiques inédites où il pleut depuis le mois d'octobre. Donc les agriculteurs n'ont pas envie de ressemer leur culture début juin, après les avoir semés déjà en mi-avril. Jean de Rideau. Mais alors du coup, concrètement, là aujourd'hui il y a trop de sangliers, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chasseurs ou pas assez de jours de chasse ou Est-ce qu'on faudrait les chasser hors période de chasse, par exemple? Alors la période de chasse, en fait, elle s'arrête du 1er avril au 15 août. Et il faut mettre en place des battues administratives supplémentaires à partir du 1er avril. Et après, on a mis en place le piégeage qui consiste à piéger les sangliers dans des filets. Et aujourd'hui, ce n'est mis en place que dans certaines zones. Et on a demandé au préfet justement que ce piégeage soit généralisé à tout le département. Est-ce que ça veut dire que ça met en péril aujourd'hui les exploitations ? Eh bien, écoutez, économiquement, vous voyez déjà qu'avec les manifestations qu'il y a eu en janvier, les agriculteurs étaient quand même dans un désarroi assez important au niveau de l'augmentation des charges, des revenus. Donc, si aujourd'hui, en plus du désarroi charges et prix, on vous enlève la récolte. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être la goutte d'eau qui va faire exploser sur les exploitations. Quoi. Merci beaucoup Joël Freret d'avoir été avec nous, président de la FDSEA. Il n'y a pas de souci. En Dordogne, et puis on vous rappellera pour avoir la suite, bien entendu. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Gabriel Attal, trop indulgent. Tom Collan. La fin de vie avec le témoignage d'une femme assez bouleversant. Jean de Rideau. L'expérience de Nadeau, Timéo, de son service national universel, une catastrophe. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir tous les jours. La porte est ouverte à 17h, 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix chaque jour vous permettent bien entendu de débattre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup en tout cas de nous accorder votre confiance à l'ensemble bien sûr, de la grille des programmes, nos amis du matin au soir et du soir au matin, Philippe David. Absolument, du jour, de la nuit, du lundi au dimanche et du lundi au dimanche. Voilà, et c'est bien, c'est intéressant. Et aussi du lundi au dimanche. Je dirais même plus. La plupart des jours finalement. C'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps et à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Allez, on n'est pas très clair, mais on vous l'a dit déjà, la clarté dans la confusion, ou l'inverse, on ne sait plus. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table, c'est sur Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement. Oui, Gabriel Attal l'aime beaucoup. Et il a insisté pour qu'elle vienne au gouvernement où elle ait une porte-parole objectivement qui n'éblouit pas. En revanche, elle a par ailleurs, dans la gestion de son cabinet, un management très brutal, des insultes, des invectives, des mépris, des humiliations, et en particulier, elle a traité deux de ses collaboratrices, tenez-vous bien ma chère Cécile, vous qui êtes aux antipodes, de pute. Ah oui, quand même. Et donc, c'est tout de même assez désagréable. Mais apparemment, le Premier ministre ne bronche pas, il la soutient, il la garde. Peut-être va-t-il bouger tout de même. Jean de Rideau.
Alors écoutez, sans rire, je reste sans voix, vraiment. Et en même temps, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a des milieux professionnels qui sont vraiment restés au Moyen-Âge en termes de respect des collaborateurs, et la politique en fait partie. Ça, c'est une réalité. On parlait des boîtes du CAC 40 tout à l'heure. Vous allez dans n'importe quelle boîte du CAC 40, il y a un droit du travail qui est respecté, il y a des managers qui traitent correctement leurs collaborateurs. C'est drastique parfois. Non, mais oui, parce que il y a quand même une lucidité, une espèce de conscience professionnelle. Pas de réunion lundi matin. Qui est absolument au top. Et on trouve, si vous voulez, je balance, dans le milieu associatif, qui est parfois cousin de la vie politique, on trouve des habitudes managériales, mais qui sont d'un autre temps, et insulter des collaboratrices, franchement, ça mériterait le renvoi de cette personne. Manu Militari. Non, mais c'est vrai que c'est assez choquant. Je pense qu'il y a des personnes qui s'exonèrent un petit peu de certaines obligations, de loyauté, de respect, et effectivement de professionnalisme, je suis assez d'accord. Mais parce que ça relève de sphères, où il y a un entre-soi, où les gens se sentent tout puissants, l'entre-soi. Et donc c'est des règles qui sont considérées comme dérogatoires, alors qu'on devrait tous s'y soumettre. En tout cas, si ces sujets sont avérés, c'est une très très mauvaise situation. C'est ultra grave. Ces termes gracieux sont avérés. Ah oui, mais c'est très très grave. C'est absolument dingue. Pour l'image du président, je trouve ça un peu dingue. Elle les aurait traités de péripatéticiennes, c'est pas pareil. Non, c'est pas. Et puis on peut rappeler d'ailleurs pour les travailleurs et travailleuses du sexe qui nous écoutent que ça n'est pas une insulte. Il faudrait aussi peut-être un petit peu changer la Très bonne réflexion, mon cher Jean. Dorido, sur le SNU, par exemple. Oui, alors sur le SNU, décidément, c'est la fin du gouvernement. Oui, c'est la fête du gouvernement, mais qui aime bien châtie bien ou pas. Mais non, mais c'est un fait, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui rapporte l'expérience de Timéo. Timéo, c'est un ado de 15 ans et il a voulu faire son SNU, vous savez, le service national universel. Alors, pour le profil de Timéo, c'est vraiment l'ado rêvé. Il est chez les scouts, il est bénévole au restaurant du cœur. C'est le gamin, en or. C'est mon fils. Et il raconte son expérience du SNU, mais alors avec un encadrement vraiment en fait, c'est comme des caïds de trafiquants de drogue, des soirées à fumer des pétards, des mômes qui font des photos encagoulés avec le majeur dressé, et des passages à tabac dans le dortoir, à si bien que lui, il a écopé parce il est devenu une espèce de tête de turc. Il est écopé d'un cocard. Et 5 jours d'ITT, je crois. Et 5 jours d'ITT. Et si vous voulez, même les encadrants expliquent que finalement, tout était à volo dans ce SNU. Il n'y avait pas d'encadrement formé, parce que maintenant, si vous voulez, on manque tellement d'encadrants qu'on va recruter des gens n'importe où. Et en fait, ça rappelle à quel point, si vous voulez, encadrer des jeunes, c'est un savoir-faire. Ça ne s'invente pas. C'est un métier, c'est quand même un fait. On a eu l'armée qui a encadré des millions de conscrits, qui leur filaient des flingues, qui leur apprenaient le tir sans avoir jamais le moindre accident. Et aujourd'hui, on a un président qui a claqué dans les doigts, qui dit on va faire un SNU, ça va être bien. Non, les gens ne savent pas faire. Ça renvoie même aux questions concernant la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, où on voit à quel point, là aussi, les éducateurs ne sont pas formés. Et en fait, c'est un désastre et un naufrage. Et c'est important que ça se sache. Et puis on espère que ça va changer. C'était plutôt une bonne idée. Et je vous passe, pardon, Cécile, oui, vous avez raison. Et je vous passe des histoires de harcèlement et d'agression sexuelle qui ont eu lieu dans d'autres SNU. Enfin, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Le SNU, moi, je l'ai toujours préféré habillé. Il faut être juste. Donc, vous avez totalement raison, mon cher Jean. Tom Collan. Oui, est-ce que c'est anecdotique, ces points-là, ou est-ce que c'est extrêmement grave, mais le gouvernement dit oui, c'est vraiment, c'est très très circonscrit, c'est très rare. Mais une fois, c'est une fois trop. Bien sûr, et puis pardon, mais c'est un fait. Surtout quand on veut l'imposer un peu partout. Et en plus, qu'on le donne en exemple. Il faut éprouver l'organisation et ensuite la déployer. Allez, vous restez avec nous dans un instant, avec vous, Tom. Moi, je parlais de la fin de vie d'un témoignage assez bouleversant là-dessus. On en parle dans un instant et c'est bien de parler de ce sujet qui est vraiment d'actu aujourd'hui. Allez, bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Philippe Bilger est avec nous, Jean Dorido, Tom Conan, bien entendu, et on vient d'apprendre une information qui nous désole. Roland Garros, mes amis, Nadal sorti au premier tour. En 3-7. C'est bien triste. C'est une catastrophe. Prévisible, mais
il a droit à une ovation. Bah oui, Il a forcément. 14 titres. C'est énorme. Les autres les vont garçons, enfin avoir une chance. il va falloir que l'un de vous quatre se dévoue. Allez, Il faut y aller. Vous avez des baskets, vous avez Moi, des j'en ai toujours sur moi au cas où. Vous avez joué au tennis depuis quand? Ça fait combien de temps? J'ai joué au tennis, Il y a figurez-vous, combien de temps? en pension. C'était il y a longtemps maintenant. ça jouait, hein. Dès que vous sortez de l'émission, vous reprenez des cours. Là, je vous le dis tout de suite. J'ai même été en compète. Hein. Moi, j'étais pas hyper bien classé. Mais Vous étiez combien? J'étais 15-4. C'est pas mal. Oh là là, mais C'est bien, oui, 15-4. Ça a pas duré Philippe Bilger, vous avez joué au tennis, vous? J'ai arrêté à 50 ans, ma chère Cécile. Vous aviez eu trop de Vous étiez revers? classé? Non, j'étais pas classé, j'étais déclassé. Et vous, Philippe David? Oui, j'étais classé aussi. Vous étiez classé où? Mes meilleurs perfs étaient à 15-4 aussi. J'étais 32. Eh ben moi, j'ai dit à quelqu'un que j'étais classé, que j'étais 15-2. Il s'est entraîné pendant 2 mois et qu'il est arrivé, je savais même pas faire un revers. Je veux dire, il ne m'a plus parlé pendant 6 mois. Et vous étiez habillé sur le cours. J'étais Avec la habillée comme jupette. C'était à l'époque où on portait des choses gracieuses. On portait des choses gracieuses. En clair, effectivement. Cécile, il vous a mis une volée. Ah ouais, je peux une double volée. Je peux vous assurer que j'étais. Magnifique. Il était furieux. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais visiblement, ça ne faisait rire que moi. Bref, revenons sur un sujet important, Tom Conan, bien entendu, qui est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, alors c'est un témoignage qui est bouleversant d'une femme qui s'était déjà exprimée il y a quelques mois. C'est un témoignage que j'ai lu dans Le Parisien, qui est Delphine, qui a 43 ans et qui a une maladie que moi je n'ignorais, qui est le gène de Huntington. Donc c'est une porteuse du gène de Huntington, effectivement, qui est une maladie. La maladie, c'est la chorée de Huntington. Ouais, la chorée de Huntington, exactement. Et en fait, elle est concernée doublement, si j'ose dire, parce qu'elle a accompagné sa propre mère il y a quelques années pour qu'elle puisse faire un suicide assisté en Suisse, où, comme vous le savez, c'est autorisé. Et donc elle-même, elle milite pour la fin de vie, pour que celle-ci soit possible en France, parce qu'elle a programmé, alors qu'elle a 43 ans, sa propre mort environ à 50 ans. C'est qui n'est pas un âge arbitraire, mais en gros, c'est le moment où elle considère que sans doute ses facultés seront tellement atteintes qu'elle ne pourra plus s'exprimer normalement, être autonome, elle ne peut pas être une charge pour sa fille, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile, surtout qu'elle l'assume auprès notamment de ses enfants. Et donc effectivement, là c'est un des exemples, c'est un exemple peut-être un peu paroxystique, mais qui existe, qui est sans doute une illustration de la légitimité de cette loi, même si moi-même personnellement, à titre personnel, j'ai quelques réserves sur le fait d'encourager le suicide assisté. Déjà, le terme en lui-même est un peu difficile à assumer. Surtout qu'il y a déjà d'autres dispositifs, comme vous le savez, qui existent, la loi Leonetti, puis ensuite les réformes successives. Mais c'est vrai que voilà, ce genre de témoignage tellement franc, tellement criant de vérité, donne à penser et effectivement m'encourage à m'intéresser encore plus à ce sujet pour qu'il y ait un cadre plus adapté. On peut demeurer hostile à ce que prépare le gouvernement et être très touché, comme le dit Tom, par cette tragédie personnelle. Jean de Rideau. C'est un sujet extrêmement grave. L'avis du psy, c'est qu'on ne peut pas, seule l'expérience fait la différence. On ne peut pas porter ni de jugement, ni même avoir un avis sur des situations tellement singulières, tellement tragiques, tellement dramatiques. Pour autant, cette fameuse loi sur la fin de vie, elle suscite des débats. Tant mieux qu'il y ait des débats. Il n'y a, c'est tout à fait respectable le choix de quelqu'un de mettre fin à ses jours. Je pense à Stefan Zweig, par exemple, qui s'est suicidé. Bon, pour autant, ça reste quelque chose précisément de singulier, d'intime et de personnel. Et là, on est en ce moment en France, on est en train de débattre sur une question de choix collectif, un choix de société. Comment est-ce qu'on adresse précisément cette fin de vie? Et ce sont deux questions très différentes, me semble-t-il, l'une de l'autre. Et j'ai l'impression, le point, moi, qui me semble quand même crucial, et j'ai vu d'ailleurs dans l'UMA récemment qu'il y avait plusieurs personnalités de gauche. C'est donc vous alors. On se demandait qui lisait encore l'Humanité. D'accord, très bien. Mais il y a des choses très intéressantes et effectivement, donc il y a beaucoup de personnes à la fois de droite et de gauche pour des raisons d'ailleurs différentes qui sont hostiles à cette idée de suicide assisté. Donc c'est absolument pas quelque chose de manichéen. C'est transpartisan. Exactement. Et pour des raisons religieuses, des raisons qui sont pas religieuses, etc. Et l'une des raisons moi qui me saute quand même aux yeux, c'est que, et d'ailleurs cette femme dont je parlais, donc Delphine, cette femme admirable de 43 ans, elle disait avec elle-même, je cite, je ne veux pas être un boulet pour ma fille. Donc on comprend effectivement assez bien que ça puisse être quelque chose qui l'encourage en effet à programmer, comme elle le dit, sa propre mort. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment une bonne raison
à supposer qu'il puisse y avoir des bonnes raisons. Mais moi, ce qui m'inquiète effectivement dans l'idée d'un suicide assisté, l'idée effectivement d'un choix collectif, comme disait Jean, qui aille dans ce sens, c'est que finalement des personnes aillent ensuite se faire prescrire, si j'ose dire, ce suicide assisté, parce qu'ils ne souhaitent pas effectivement être un boulet pour la société, pour leur famille, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça la raison première qui doit présider à ce choix ? Il me semble pas. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que ça exonère non plus les institutions et la collectivité en général de s'occuper des gens malades, des gens en souffrance, etc. C'est-à-dire que si ça se fait pour des raisons qui sont comptables, économiques et opportunistes, ça me semble être la pire des choses. Et parfois, ça peut être intégré par les malades, se disant voilà, je ne peux être une charge pour la sécurité sociale, par exemple, et donc effectivement, je vais aller dans ce sens. Ça me semble être la pire des raisons. C'est intéressant, Jean, qui a de la culture, a parlé de Stéphane Zweig. Il est intéressant de savoir que le couple avait décidé de se suicider en même temps. Il se suicide et elle attend 2 heures parce qu'elle a des lettres à écrire et elle a le courage 2 heures après, alors que lui est mort, elle pourrait rompre sa promesse. Elle se suicide à son tour. Merci beaucoup, Tom Conan. Dans un instant, à Lyon, un Marocain sous OQTF a blessé 4 personnes au couteau hier après-midi. On va en parler, bien entendu, dans un instant. Juste un petit mot, c'est qu'on va vous offrir des cadeaux, c'est important. Voilà, un petit peu de plaisir, ça fait du bien. C'est le moment donc de jouer au jeu Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés, du Bubble Lamp avec chargeur et à induction, des radios Tico, des enceintes Bluetooth, Mino T rechargeable et le Mac Bank, une batterie sans fil externe compacte et magnétique. Oui, c'est ça qui est bien. Alors vous allez pouvoir remporter l'un de ces magnifiques cadeaux. Le principe, c'est 0826 300 300. Entre 0 et 10, Philippe Bilger, donnez-moi un chiffre. 8. 8e appel au standard 0826 300 300. Et on revient dans un instant avec le coup de projecteur des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très bien entouré avec des personnalités que nous apprécions beaucoup, Cécile et David. Et Philippe David, c'est tout. Chaque élément ordonné commence par soi-même. Vous avez raison. Excusez-moi, ça vous pose un problème ? Il y a un truc qui ne va pas ? Non. Moi, je vais quand même vous citer quand même. On n'est pas en des tyrans. On est un peu en dessous. Philippe Bilger est avec nous. Jean Dorido et Tom Conan, bien entendu. Et on est ravis de vous accueillir tout de suite. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À quel moment les OQTF vont devenir des obligations ? À quel moment l'État va faire son boulot ? On fera respecter la loi, mais nous, notre objectif, c'est de régulariser les personnes qui travaillent ici, qui cotisent ici, qui paient des impôts ici. À partir du moment où vous interpellez un étranger qui est en situation régulière, vous le mettez en garde à vue et vous le reconduisez immédiatement. C'est un enjeu politique parce qu'il faut de la volonté. Emmanuel Macron avait affiché il y a 2 ans qu'il voulait 100% d'OQTF exécutés. On en est bien loin aujourd'hui. On est de mémoire à 92% d'OQTF qui ne sont pas exécutés. Un Marocain de 27 ans a blessé 4 personnes au couteau hier après-midi dans le métro de Lyon. Il va être transféré en psychiatrie à l'issue. Il a été transféré en psychiatrie à l'issue de sa garde à vue, qui a été levée pour cette raison. Déjà hospitalisé à plusieurs reprises, il était sous le coup d'une OQTF assez ancienne, comme a dit la procureure. Et il était sur le territoire depuis 2022. C'est ce qu'a dit la préfecture de Vienne. Alors, parlons vrai. Est-ce que ce énième cri commis par quelqu'un sous OQTF ne démontre pas l'impuissance de l'État? Alors parlons vrai, quelle solution? Passer à un accord avec un État tiers, comme le Royaume-Uni a fait avec le Rwanda, pour expulser les étrangers indésirables ou dangereux? Est-ce qu'il faut mettre la pression aux pays d'origine qui devraient récupérer leurs ressortissants? Et à cette question, sommes-nous dans l'impasse pour faire respecter les OQTF? Vous dites oui à 78%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. La préfecture de la Vienne, hein, bien entendu, vous aurez compris. François-Noël Buffet est avec nous, président de la commission des lois du Sénat, qui a présidé cette commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, forcément ce retour de ce sujet de l'OQTF. Alors,
et je ne voudrais pas faire d'ironie, ce serait mal placé, il y a tellement d'OQTF qui ne sont pas exécutés que on aurait plus vite fait de dénombrer celles qui le sont. Alors je ne considère pas que tous les arguments prodigués par le gouvernement pour justifier cet amateurisme ou en définitive cet échec sont absurdes. Il y a des difficultés dans les rapports avec les pays étrangers concernés, mais je continue à penser que si le gouvernement, celui d'aujourd'hui, malgré sa bonne volonté, était véritablement animé par une volonté politique et une capacité d'entrer dans un rapport de force clair et net avec des voisins qui devraient accueillir ces personnes, on aurait de meilleurs résultats. Ça devient extravagant tout de même, parce que l'OQTF en tant que tel démontre de plus en plus à quel point elle peut être source de délits ou de crimes. Jean Dorido. Oui, j'ai tendance à rejoindre Philippe Bilger dans son analyse. Ça donne vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de vraie volonté politique pour que ces OQTF soient appliqués. Ça, c'est vraiment problématique. Et puis, il y a aussi un autre problème, me semble-t-il, c'est qu'on a en France des associations qui militent pour justement que ces OQTF ne soient pas respectés. Et c'est quand même, bon, tant que ça reste dans le cadre de la loi, ça va, mais quand ça frise l'illégalité, c'est quand même un vrai souci, et sans compter effectivement ces passages à l'acte qui sont de plus en plus tragiques et problématiques. Après, il y a un équilibre évidemment à trouver entre l'impératif de sécurité évidemment et puis le respect des libertés publiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même, au-delà de l'aspect politique et la volonté politique effectivement qui peut manquer sans doute, il y a quand même ce vrai impératif juridique, c'est-à-dire à un moment donné, évidemment, toute personne qui se trouve sur le territoire français, étranger, pas étranger, en situation irrégulière ou pas régulière. Irrégulière ou régulière. Oui, parce que irrégulière ou pas régulière, voilà, c'est la même chose. Oui, pardon, je m'étais embrouillé moi-même. Jouit de droits, jouit d'un centre de droits, de liberté publique, quel que soit encore une fois son statut, et c'est plutôt heureux. Donc en fait, c'est cet état de fait qui rend la situation aussi plus compliquée. François-Noël Buffet, vous êtes président de la commission des lois du Sénat, vous avez présidé la commission mixte paritaire pour le projet de loi immigration. On a l'impression que loi immigration ou pas loi immigration, les OQTF ne seront jamais ou presque appliqués. Je vais vous donner un chiffre, enfin deux plutôt. Plus de 100 000 OQTF en 2023 ont été prononcés et en éloignement forcé, 11 722 ont été exécutés. Voilà, ça fait à peu près 11%. Ça fait un petit pourcentage, hein, c'est pas grand-chose. Ça fait à peu près 10%, c'est plus de 100 000. Ça dépend si c'est 110 000 ou 103 000, mais c'est à peu près 10%, quoi. Si c'est juste au-dessus de 100 000, c'est ça. Sachant que la majorité des gens ou des exécutions aujourd'hui des OQTF concernent principalement des personnes, des étrangers qui ont été condamnés pénalement, qui ont exécuté leur peine, qu'on fait passer par le centre de rétention administrative et qu'on renvoie dans le pays d'origine. Mais le problème de fond, il est effectivement, je suis d'accord avec vos intervenants, c'est d'abord un choix politique. La volonté d'obtenir des résultats et de se doter des éléments juridiques qui le permettent. Mais en ce qui concerne l'immigration irrégulière et les OQTF, c'est bien sûr une procédure rapide, c'est une chose, mais c'est les accords avec les pays d'origine. Et tant que nous n'aurons pas établi un rapport de force avec les pays sources, on sera en difficulté. Et quels que soient d'ailleurs ces pays, il y a cette nécessité d'établir ce rapport de force. C'est d'abord un courage politique, mais c'est aussi la volonté de poser sur la table l'ensemble des dossiers qui nous intéressent avec le pays d'origine. Ça fait l'objet en réalité d'une négociation pour dire les choses telles qu'elles sont. Et là, dans ces cas-là, ça ne peut se faire qu'au plus haut niveau. Ça n'est pas forcément le ministre de l'Intérieur, ça n'est pas forcément tel ou tel ministre s'occupe de l'immigration. C'est une décision qui relève du Premier ministre, voire du chef de gouvernement, du chef de l'État, puisqu'il est celui qui est en relation avec institutionnellement avec les pays sources. C'est fondamental. François-Noël Buffet, est-ce qu'on peut vraisemblablement durcir le ton avec certains pays ? Est-ce que c'est en matière de diplomatie, est-ce que finalement on ne va pas avoir un retour de bâton d'une manière ou d'une autre ?
Nous sommes en train, la commission des lois, j'ai mis en place la semaine dernière, il y a 15 jours, une mission confiée à 2 collègues pour étudier toutes les conventions qui lient la France avec un pays étranger, et notamment sur tous ces sujets d'immigration. Donc, nous allons faire un point très très précis à la rentrée de septembre, parce que le travail vient de débuter, il est important, un point très précis sur l'ensemble de ces conventions, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui paraît complètement exorbitant aujourd'hui de ce qui ne le paraît pas. Mais vous avez raison de dire que est-ce qu'on peut se fâcher avec tout le monde? La question, c'est pas de se fâcher ou de pas se fâcher. La question, c'est d'équilibrer les forces. Tant que vous ne dites rien et que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, ça ne risque pas de bouger. On peut avoir des accords. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque qu'on ait des accords sur l'immigration. Mais attention, lorsque l'on parle d'immigration irrégulière ou d'étrangers en situation irrégulière qui ont commis des infractions pénales sur le territoire, et ainsi de suite, là, il ne peut pas y avoir de négociation. C'est de la fermeté absolue et pas de discussion possible. Mais tout ça, ça fait partie d'une négociation. Il faut l'accepter, mais il faut accepter surtout de la porter. Et ça, c'est du courage politique. Philippe Bilger. Monsieur le Président, à partir des chiffres que vous avez vous-même donnés, c'est-à-dire 10% d'OQTF exécutés, est-ce que vous ne craignez pas que cette relative impuissance de l'État dans l'exécution de ces ordonnances influe très négativement sur l'esprit public? Est-ce que vous y voyez des conséquences délétères? Évidemment que ça crée des conséquences délétères, que ça favorise certains partis politiques, pour ne pas les citer, pour ne pas donner de nom, et que ça crée de surcroît dans l'opinion publique une frustration. Je ne parle pas d'une frustration, mais vraiment une absence de confiance dans la politique migratoire de la France. Le problème de notre pays, c'est pas en matière migratoire, c'est d'avoir une politique qui soit cohérente. Une politique cohérente, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'immigration régulière, qu'est-ce qu'on ne veut pas pour l'immigration irrégulière, comment on la traite, et l'asile, c'est une autre affaire. Tant qu'on n'aura pas un système juridique qui soit complet, c'est-à-dire cohérent dans les choix que nous devons faire, on n'y arrivera pas, car il y aura toujours un maillon faible. Et c'est toujours la force de la chaîne, c'est un principe que de dire ça, s'apprécie en fonction du maillon le plus faible. Or, notre maillon le plus faible, c'est le traitement de l'immigration irrégulière. Et notre maillon, qui est un peu moins faible, mais qui mérite d'être renforcé, c'est nos choix stratégiques en matière d'immigration régulière. Tant que nous n'aurons pas ce débat-là et cette question-là, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le dernier texte d'immigration au Sénat. On n'est pas arrivé au bout du match, au bout du jeu, si je puis dire. Et de surcroît, en plus, nous avons eu des difficultés constitutionnelles. Il faudra remettre le travail sur la table. Alors, précisément, Monsieur le Président, je vous entends évoquer les questions des accords avec les pays dont sont originaires les personnes frappées de QTF. Là, en l'occurrence, le suspect là, de cette attaque au couteau à Lyon est un résident marocain. J'ai le sentiment qu'il y a de très bonnes relations entre la France et le royaume chérifien. On a énormément de Français qui sont originaires du Maroc, qui ont de la famille au Maroc, on a énormément de tourisme au Maroc. Bon, et donc, où en est-on des accords entre la France et le Maroc sur la reconduction des citoyens marocains frappés par une OQTF? Il y a un peu moins de 2 ans, les relations avec le Royaume du Maroc étaient compliquées sur ce sujet-là. Elles sont en train de s'améliorer. Donc, c'est quelque chose qui avance. Ça reste plus erratique avec l'Algérie, mais le problème c'est que nous avons des à-coups en réalité, si je puis utiliser cette expression, en fonction des circonstances internationales, en fonction des besoins des uns et des autres, ou des intérêts des uns ou des autres, ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'il faut à tout prix régler via ces accords internationaux que j'appelle de mes voeux, et cette négociation internationale dont nous avons besoin. À défaut, nous serons en difficulté. Mais ceci n'empêche pas que nous ayons une politique migratoire beaucoup plus large, un contrôle à la frontière beaucoup plus important, des conditions pour arriver sur le territoire national beaucoup plus serrées. Elles ont été améliorées à l'occasion du dernier texte, mais ça n'est pas encore totalement efficace. C'est un tout, une fois de plus, c'est un tout. Et la réalité, c'est qu'il faut dire clairement que lorsqu'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national commet un délit ou un crime, eh bien, il ne peut pas rester sur le territoire national. Quelles que soient les circonstances, ce serait une règle, à mon avis, assez simple, compréhensible de tout le monde, mais qui, par ailleurs, une fois de plus,
devra s'appuyer sur un accord avec les pays sources. Oui, alors moi, au-delà de la question des OQTF, Monsieur le Président, la question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction, ou en tout cas une possible contradiction entre d'un côté effectivement le fait de vouloir restreindre l'immigration et de vouloir appliquer évidemment les OQTF de manière plus complète, et le fait que par ailleurs il y a quand même, comme on le sait, un vieillissement plus général de la population européenne. Ça, c'est quand même une vraie question. Et donc, à un moment donné, est-ce que c'est pas un enjeu qui vient dans les discussions qui peuvent exister entre, par exemple, le chef de l'État, par hypothèse, et d'autres pays, dont sont ressortissants les OQTF? Mais bien sûr, je ne dis pas qu'il faut une immigration zéro. Hein, je dis pas ça, c'est une utopie, c'est même un mensonge, c'est même un abus de confiance que de dire ça. En revanche, nous avons besoin de déterminer qui nous voulons accueillir sur le territoire. Par exemple, moi je pense que la priorité est une immigration économique, pour des raisons, parce que nous avons besoin de tout cela. Donc on définit des principes, on définit des métiers en tension, on définit des conditions, et puis on accepte de baisser notre niveau d'accueil sur d'autres raisons, notamment sur tout ce que l'on appelle le regroupement familial, qui d'ailleurs est un peu en baisse, il faut admettre les choses. Les étudiants sont très très nombreux et le nombre d'étudiants a fortement augmenté. La question est de savoir si effectivement, non pas qu'ils ne viennent pas, mais s'ils étudient vraiment ou pas, quelles sont les bonnes raisons. Donc il faut définir des priorités. Et une fois que vous avez défini des priorités, les choses sont déjà beaucoup plus simples. Parce que le message que vous envoyez à l'étranger, il est déjà beaucoup plus clair. Et puis le message que vous envoyez aux Français, il est également aussi beaucoup plus clair. Et on établit des conditions qui vont bien, le respect des valeurs de la République, le travail, pas de difficulté là-dessus, et en disant, si c'est pas respecté, le titre de séjour, il s'arrête. Et puis c'est tout. Donc c'est en vérité assez simple. Mais on n'a jamais déterminé, dans notre pays, quelle immigration on voulait sur notre territoire. On n'a jamais fait le choix. Merci beaucoup François-Noël Buffet, vous êtes président de la commission des lois du Sénat qui a présidé cette commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps. Puisque nous avons offert un cadeau il y a quelques instants, nous avons le gagnant au téléphone, Frédéric qui est avec nous de Castres. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Frédéric, vous nous appelez pourquoi? On n'a pas bien compris. Non, ce n'est pas la boucherie sans eau. Moi, j'ai gagné quelque chose. Vous avez gagné quelque chose. Oui, vous avez gagné un week-end chez Philippe David. C'est cool. Ça, c'est un cadeau de rêve. C'est pas mal ça. Mais non, vous avez gagné un très beau cadeau offert par Lexon, puisque vous avez gagné, écoutez bien, notez sur votre petite carte, une bubble lamp, une enceinte Minotti, une radio Tico et une lampe Bag Light. Excellent. Parfait, merci. Je ne sais pas tout à quoi ça correspond, mais je suis très content. Je vais bien tout ça. Vous allez voir, vous allez être très très heureux quand vous allez le recevoir, et on est très heureux avec Lexon de vous offrir ce joli cadeau avec Sud Radio. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric? Je travaille dans l'aéronautique. Vous travaillez dans l'aéronautique, vous savez pas ce que c'est qu'une bubble lamp et tout ça? Dis donc, il y a combien d'ailes sur un avion? Et vous pouvez confirmer, pour travailler dans l'aéronautique, que Les Vraies Voix, c'est une émission qui vaut le haut. Bravo, oui. Il y a surtout des lumières. Je suis pas sûr, il a dit bravo, oui. Si. Non, mais là, il m'a pas coupé les ailes, vous inquiétez pas. Frédéric, merci en tout cas d'avoir joué avec nous, et merci de votre fidélité. On vous retrouve très bientôt, Frédéric. J'espère que vous nous rappellerez. Tous les soirs, je vous écoute tous les soirs, et j'écoute aussi tous les matins sur mes trajets. Génial. Je dis bravo, Frédéric. Bravo. Merci. Frédéric, on vous embrasse. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Tom Conan. Merci beaucoup Jean Dorido. Ce fut un plaisir pour débuter cette semaine avec vous. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté. On va vous parler de tous les 80% des femmes, des jeunes femmes de 18 à 24 ans sont sifflées dans la rue. Elles en ont assez. On peut le comprendre. Et puis on reviendra aussi sur une belle initiative d'un restaurateur, d'un chef exactement, qui organise un repas pour tous. C'est un très bon restaurant, un très bon chef, et surtout c'est une très chouette personnalité. Il sera avec nous dans quelques instants avec le G500. À tout de suite.